Donc, allez, c'est parti. C'est quoi avoir un bon comportement en vélo? Pour commencer, c'est respecter le code de la route. Malheureusement, je dirais que malheureusement, les trois quarts des cyclistes, surtout en ville, oublient de respecter le code de la route. Et le sens de circulation, ce qui paraît évident, mais alors je ne sais pas comment c'est dans Dijon, mais partout où je passe, vous avez un aménagement unidirectionnel et vous avez des cyclistes qui arrivent dans l'autre sens parce que c'est plus pratique pour eux, parce que je vais à tel endroit, parce que toutes les excuses sont bonnes. Rouler à droite, ça paraît évident, mais quand on est dans l'autre sens, on n'est plus à droite. Même si on est à droite, on n'est plus à droite. Et utiliser les aménagements cyclables, même si des fois, malheureusement, ils sont obligatoires et qu'ils ne sont pas entretenus. Alors s'ils ne sont pas obligatoires, c'est pas grave, mais quand ils le sont, malheureusement, on est obligé de les prendre, sinon on n'est pas couvert par les assurances. Indiquer son changement de direction en tendant le bras quand on est cycliste, ça paraît évident, mais je dirais maintenant, avec tous les accessoires que l'on a, on trouve des sacs à dos avec des flèches directionnelles à, je crois qu'il doit être à 20 ou 25 euros. Pourquoi s'en priver? Parce que quand on doit faire un 3/4 de tour de giratoire au milieu de la circulation avec le bras tendu, pas si évident que ça. Après il y a des casques, hein. Moi j'ai un casque avec clignotant, il y a beaucoup plus cher, mais il y a des petits gilets vendus sur internet pour pas grand chose qui peuvent être très 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 pratiques. Avoir une vitesse adaptée, ça paraît évident quand je dis ça, mais là aussi on voit des choses parfois. C'est comme en voiture, il faut savoir anticiper. Si ça ralentit devant, pourquoi continuer à pédaler alors qu'il suffit de se mettre en roue libre et de ralentir tout doucement. Anticiper les dangers potentiels, quand on est par exemple sur une route et qu'on s'aperçoit qu'on va arriver à un croisement et qu'il va y avoir du croisement avec priorité à droite et qu'on n'a pas trop de visibilité. Là aussi, c'est allons-y doucement, levons le pied, pédalons pas et soyons plus attentifs. C'est des petits détails, mais c'est ce qui peut nous sauver. Éviter les angles morts. Alors je vous invite à venir voir notre film qui est sur notre stand, qui explique bien ce que c'est que les angles morts. Parce que quand on parle d'angle mort, tout le monde nous dit oui, mais quand on demande de définir exactement l'angle mort, personne n'est capable de nous le dire. Donc, depuis le 1er janvier, tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes doivent avoir de placarder les petits autocollants que j'ai mis là, que ce soit les bus, les cars, les camions de transport, enfin tout ce qui dépasse 3,5 tonnes doit être équipé de ces autocollants. Et donc, jamais s'arrêter sur la chaussée, mais bien sur le bas-côté, parce que là aussi, des fois, on voit allez, je vais donner le mot, des troupeaux de cyclistes autour de leur collègue qui est en train de réparer sa crevaison. Et ils sont 10 autour et il y en a les trois quarts sur la boîtier de la chaussée. Alors, quelques petites différences. Une piste cyclable, c'est un endroit réservé aux cyclistes, mais protégé du reste de la route. C'est-à-dire qu'il y a une bordure, il peut y avoir des pelouses, il peut y avoir des bouquets de fleurs, il peut y avoir beaucoup de choses qui font qu'on n'est pas confronté directement aux voitures. Alors qu'une bande cyclable, la séparation, ce n'est qu'une trace au sol. Bien souvent, malheureusement, là aussi, le problème de cohabitation voiture, cycle, là aussi en ville est compliqué
parce que ben, je m'arrête. Mais non, mais je m'arrête 3 minutes, je vais chercher mon pain, je vais chercher mes cigarettes. Sauf que tu me mets en danger parce que je vais être obligé de sortir de ma bande sans avoir toujours la bonne visibilité. Et pour ça, je vous invite à vous équiper d'un rétroviseur. Parce que, allez, vu la population qui me regarde, je vais dire à nos âges, on a du mal à tourner la tête. Et, oui, mais au départ, ça servait à ça chez les cyclos. Ça servait à voir ce qui se passait derrière pour attendre les. Mais maintenant, avec l'âge, ça me sert plus à voir la circulation qui arrive que voir si les copains y suivent. Et puis, il y a la voie verte. Hein. La voie verte, c'est une route. Alors, c'est une route et elle est définie comme espace de partage. Donc, normalement, sur une voie verte, vous n'avez pas de signalisation au sol. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bande pour dire la partie à droite, sauf sur certains carrefours, parce que il faut bien canaliser les gens au niveau des carrefours. Mais sinon, il n'y a pas de marquage au sol. Et elle est réservée aux piétons, aux cyclistes, aux cavaliers parfois. Donc, si sous le panneau de voie verte, il y a un petit logo où il y a écrit cavalier, donc les cavaliers à ce moment-là sont autorisés. Tout ce qui est véhicule non motorisé, qu'on appelle aujourd'hui les EDP, les engins de déplacement personnel, et que tout le monde connaît avec les trottinettes. Mais il n'y a pas que. Hein. Il y a les skates, il y a les rollers, il y a, voilà, il y a beaucoup de choses, mais voilà, quand on en parle, c'est... voilà. Et puis de temps en temps, il y a quand même des véhicules motorisés qui sont autorisés, puisqu'il faut bien entretenir. Il faut entretenir la chaussée, il faut entretenir les abords. Donc, ne pas crier tout de suite si on voit arriver une voiture. On se renseigne d'abord, gentiment, en disant ah ben, vous êtes espace vert, c'est bon. Et puis des fois, dire attention, monsieur, vous êtes sur une voie qui vous est interdite. Toujours poliment et gentiment, parce que les gens deviennent de plus en plus agressifs dès qu'on leur fait une remarque. Donc, quand on dit des choses, essayez de le dire avec le sourire pour éviter de se faire agresser. Je parle de choses que je connais. Parce que même avec le sourire, des fois, on se fait agresser. Alors, il y a quelque chose qui vient de sortir. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ça s'appelle la vélorue. Ben, le panneau, il n'est pas défini encore. Ah non, il n'est pas défini dans le code de la route. Il n'est pas toujours pas fini. Donc, il y a plusieurs panneaux. Il y a plusieurs panneaux. Alors là, c'est des photos que j'ai prises chez moi, hein, dans la métropole grenobloise, pour ceux qui ne savent pas où j'habite. Le panneau n'est pas défini et nous avons fait, en tant que fédération, nous avons fait une proposition pour définir ce panneau. Donc, dans une vélorue, ben, nous, on a demandé à partir du moment où c'était un panneau réglementaire, le fond doit être bleu. Voilà. Et si vous voulez, nous, ce qu'on a demandé, c'est le logo qui est au sol, hein, avec le vélo, le mot vélorue, mais carré avec le fond bleu. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'une vélorue ? Eh ben, c'est une rue dont la vitesse est limitée à 20 km/h, avec au sol des pictos sur l'axe médian. Donc, c'est-à-dire que le cycliste roule au milieu de la rue et du coup, l'automobiliste est interdit de doubler au vélo. Donc, on ne met pas des vélorues, évidemment, sur des grands boulevards, mais ça permet de pouvoir modifier des sens de circulation et de faire des rues pratiquement interdites aux voitures, parce que l'automobiliste, une fois qu'il va être coincé une fois ou deux fois derrière un vélo, il va chercher un itinéraire de substitution. Donc voilà, ça dépend quel vélo. Et le vélo, alors c'est très bien, mais il ne faut pas oublier que le vélo aussi est limité à 20 km/h.
Non, mais voilà. Non, mais si tout le monde respecte, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que les automobilistes, le 20 à l'heure, ils ne veulent pas. Et donc, ils poussent. Et si ils sont coincés parce que le cycliste est au milieu, donc ils vont y aller une fois, ils vont y aller deux fois, ils vont tomber sur deux cyclistes. Eh ben, ils vont chercher un itinéraire de substitution. Et ces rues-là seront des rues tranquilles pour les vélos. Voilà le but de la manœuvre. Alors, le rouler à deux de front, autorisé, évidemment. À 3 ou à 4, interdit, évidemment. Attention, quand on dit rouler à deux de front, c'est rouler à deux de front. C'est pas rouler à deux de front, et puis derrière, deux de front, mais décalés. Parce que moi, si je suis en face, j'en vois 4 de front. Donc on parle bien de 2 de front maximum. Quand doit-on passer en file indienne? Évidemment de nuit. Évidemment par mauvaise visibilité. C'est-à-dire que s'il pleut, on considère que la visibilité est mauvaise. Donc c'est automatiquement en file indienne. À l'approche d'un véhicule, là aussi, il y a des... Comment dire? Il y a des problèmes d'interprétation. Si vous êtes sur un grand boulevard avec deux files de voitures bien distinctes et bien larges, s'il y a un véhicule qui arrive en face, c'est pas grave. Si vous êtes sur ce qu'on appelle une petite route à vélo pas bien large, s'il y a un véhicule qui arrive en face, il faut aussi se mettre en file indienne. Mais je ne prends pas plus de place qu'une voiture. Oui, mais tu es obligé de te mettre en file indienne. Et lorsque toutes les conditions de circulation l'exigent. Vous êtes sur le fameux grand boulevard bien large. Il y a des pompiers ou un véhicule de secours qui arrive avec son gyrophare et son pimpon, et ben, file indienne. Et même s'arrêter et se garer pour lui faciliter le passage. Les panneaux spécifiques pour les cyclistes. Donc le panneau que tout le monde connaît, voie obligatoire au vélo. Tous les panneaux ronds sont des panneaux d'obligation. Les fameux panneaux céder le passage à vélo qui ont fleuri, alors les deux premiers ont fleuri à partir de 2013 sous les feux tricolores. Donc à l'origine, c'était que ces deux panneaux. Maintenant, on a toutes les directions et on a même la possibilité, mais il y a très peu de communes qui le font, c'est de faire le feu tricolore spécifique pour les vélos. Alors pourquoi ils ne le font pas? Parce que ça coûte plus cher à l'entretien. Donc ils préfèrent mettre le panneau que faire un feu. Mais bon. Donc revenons à nos deux panneaux emblématiques, je vais dire. Donc le rond, l'obligation, le carré, c'est de l'information. Il est conseillé donc il est conseillé d'emprunter l'aménagement cyclable. Après, comme je dis toujours, bien souvent, il y a des associations, dont la fédération, qui s'est battue pour pouvoir avoir quelque chose de cyclable à un endroit. Plus personne ne veut mettre l'obligation, parce que qui dit obligation d'entretenir au moins une fois par semaine. D'où le carré qui a fleuri de plus en plus. Donc, mais l'avantage, c'est que si c'est pas entretenu du tout, on peut aller sur la route. On n'est pas obligé d'aller dans un champ de mine. Le panneau de la voie verte et le panneau de la zone de rencontre. Le panneau de la voie verte, si dessous il y a marqué, ou dessous ou sur le panneau il y a marqué cavalier, donc dans ces cas-là, les cavaliers sont aussi autorisés à circuler. Le panneau zone de rencontre, alors c'est un panneau qui est un petit peu parlant, mais trompeur. Pourquoi trompeur? Parce que quand on regarde ce panneau, on comprend que c'est limité à 20 km/h. Ça paraît évident. Puis après, on se dit, le piéton, c'est le premier, c'est le prioritaire. Puis après, en prioritaire, il y a le vélo derrière. Non. Il n'y a que le piéton qui est prioritaire dans tous les cas de figure. Ouais.
Par contre, le vélo qui est plus gros que la voiture, c'est pour indiquer qu'il est plus faible que la voiture. Là, on est dans l'ordre décroissant du fragile. C'est pas un ordre de priorité. Ce qu'il faut aussi savoir, que derrière ce panneau, il y a automatiquement le double sens cyclable. Il n'y a pas besoin du panneau double sens cyclable à coller. C'est une obligation du code de la route. À partir qu'on est en zone de rencontre, c'est du double sens cyclable. Depuis le 1er septembre 2020, en zone piétonne et en zone de rencontre, le je me remets en file indienne à l'approche d'un véhicule n'existe plus. On est autorisé à rester à deux de front en zone piétonne et en zone de rencontre. D'accord ? Ensuite, le double sens cyclable, avec d'un côté le sens interdit sauf cycle et de l'autre côté le sens unique et les vélos qui arrivent dans l'autre sens. Ce sont les deux seuls panneaux qui sont obligatoires dans une zone, dans une double sens cyclable. Ce qu'il faut faire attention, c'est que malheureusement, le panneau de gauche, qui peut être à l'horizontale, pour indiquer qu'on arrive sur une rue transversale où il y a un double sens cyclable, n'est pas obligatoire. Donc il y a des maires qui s'abstiennent de le mettre. C'est toujours un danger. Et je vous invite, si votre mairie ne l'émet pas, à aller les voir pour leur expliquer que c'est quand même dangereux, qu'un automobiliste qui va arriver dans une rue à double sens cyclable ne soit pas informé de la chose. Là, on va arriver sur quelque chose qui pique, les obligations du vélo. Premièrement, de freins en bon état. Vous allez me dire, c'est la moindre des choses. Sauf que on voit fleurir des fixis avec comme freinage juste le blocage de la roue arrière. Voire, pour certains, ils mettent quand même un frein à l'avant, mais c'est deux freins et c'est pas autre chose. Les catadioptres, alors ça, c'est abonné absent pour beaucoup. Je vous donnerai une anecdote tout de suite après ça. La sonnette, absente là aussi. Et je dis bien la sonnette. Dans le code de la route, il dit, pour vous dire depuis quand ça date, timbre ou grelot audible à 50 mètres. Donc quand vous êtes dans une circulation, le timbre ou grelot audible à 50 mètres, c'est compliqué. Donc il y a des gens qui mettent des trompettes, qui mettent des klaxons électriques, voilà. Je donne le code de la route. Je vous dis pas il faut pas le faire. Je vous donne le code de la route. Le code de la route, c'est malheureusement sonnette. La fédération est porteuse de pas mal de demandes de modification du code de la route. On espère aboutir à faire modifier ça. Oui, alors comme disent un avertisseur sonore audible à 50 mètres, ça m'irait très bien, mais un timbre ou un grelot, ça commence à me gêner un peu. Le siège pour le transport des enfants. Le siège pour le transport des enfants, ça aussi, on voit encore des parents. Alors j'ai une piste cyclable qui passe devant chez moi, et avec une école au bout de la rue, je vois encore des parents mettre le gamin sur le porte-bagages, voire sur le guidon, et sans casque. Ça me rend fou. De nuit ou pour mauvaise visibilité, oula, je m'aperçois que j'ai sauté quelque chose. Un éclairage avant et arrière. Là aussi, est-ce que quand vous achetez une voiture,
vous mettez les phares avant et les feux arrière, que quand il fait nuit, ben non, ils sont en permanence sur la voiture, donc l'éclairage, le moyen d'éclairage doit être en permanence sur le vélo. Parce qu'il y en a qui me disent, je leur dis, mais il est où votre éclairage? Ah, il est dans mon sac à dos. Ouais. Ah oui, mais c'est pour pas qu'on me le vole. Donc s'il est démontable, eh ben, tu le démontes quand tu es à l'arrêt, et que tu mets ton cadenas à ton vélo et tu démontes ton éclairage. Mais quand tu circules, tu dois avoir ton éclairage visible, même s'il fait soleil. On ne te demande pas de l'éclairer, on te demande de l'éclairer en cas de mauvaise visibilité. Mais le dispositif d'éclairage doit être en permanence sur le vélo. Donc, de nuit ou par mauvaise visibilité, le gilet rétro réfléchissant, son nom officiel, c'est vêtements de haute visibilité, et son nom officieux, c'est gilet jaune. Mais je ne peux plus me permettre de parler de gilet jaune. Je ne peux plus me permettre de parler de gilet jaune. Donc, je reviens au terme officiel, vêtements de haute visibilité. Ce qu'il faut savoir sur ce vêtement, c'est que ce qui est normé, c'est le réfléchissant. Donc vous pouvez, pour les clubs, avoir un maillot avec le réfléchissant, ce qui vous évite d'avoir le gilet à trimballer. Et puis pour les autres, vous pouvez avoir un vêtement de haute visibilité. Alors je ne vais pas dire noir parce que quand on fait du vélo, il vaut mieux avoir un vêtement clair qu'un vêtement noir, mais vous pouvez avoir, je ne sais pas moi, tiens, une dame pourrait très bien avoir un maillot, un maillot rose avec la norme réfléchissante dessus. Alors, j'ai mis entre parenthèses hors agglomération parce que ça fait partie aussi d'une de nos batailles, c'est de faire enlever du texte de loi le hors agglomération, étant donné que beaucoup d'agglomérations maintenant coupent l'éclairage la nuit. Et quand je sors par exemple du cinéma à 22 h et que ma ville elle a coupé l'éclairage public, ben avec un gilet, je suis quand même beaucoup plus visible. Ce qui est fortement recommandé, c'est le casque, qui est obligatoire pour les moins de 12 ans. Ne me demandez pas pourquoi pour les moins de 12 ans, puisque la loi est sortie un vendredi. La dernière réunion qu'on avait eue sur le port du casque obligatoire était le mercredi et il n'y avait pas de limite d'âge. Qu'est-ce qui s'est passé entre le mercredi 12 h et le vendredi 18 h où est sorti le communiqué comme quoi le port du casque était désormais obligatoire pour les moins de 12 ans? J'en sais rien. J'ai essayé d'avoir des réponses, mais personne n'a voulu communiquer là-dessus. Je sais qu'il y a eu un fort lobbying, j'aime pas le mot, mais c'est le cas, des loueurs de vélos, que je ne comprends pas, parce qu'il existe des casques pliants. Si je vais à Paris et que je sais que je vais me déplacer dans Paris, que je vais louer un Vélib à Paris, je prends mon casque pliant et puis basta. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Donc, qui est fortement recommandé, évidemment, c'est ce que je viens de vous dire, hein, c'est les vêtements clairs, c'est le rétroviseur, on vient d'en parler aussi. L'écarteur de danger, alors on ne le voyait plus du tout, et puis je le vois commencer à réapparaître sur des personnes qui se remettent au vélo mais qui ne se sentent pas très à l'aise. Et ben voilà, je l'ai dit, hein, le gilet dans toutes les situations parce que surtout en hiver, hein, le jour tombe vite, dès qu'il pleut c'est plutôt sombre, donc voilà, dans ces cas-là. La sécurité est la priorité de la fédération, évidemment. Et je vous invite, une fois qu'on aura vous aurez posé des questions, si vous en avez envie, à venir sur notre stand. Il y a un petit quiz sur la sécurité. Vous aurez un petit cadeau et avec un peu de chance, vous pourrez gagner un casque. Des questions? J'ai affaire qu'à des spécialistes qui n'ont pas de questions à poser. Vas-y. À ta commune.
Oui. Ah oui. Ah oui. Je vais créer une zone de rencontre. Oui, 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 oui. Là, il y a des. Je suis tout à fait d'accord. Après, c'est comme tout. Chaque aménagement pour le faire doit être étudié. Il faut étudier avant de dire je vais faire une zone de rencontre. Une zone 30, c'est pas parce que je mets un panneau de zone 30 que ça va faire ralentir les voitures. Une zone 30, c'est un contexte. Il faut avoir. Déjà, il faut commencer par supprimer tous les feux dans une zone 30. On doit revenir à une priorité à droite qui fait ralentir. Déjà, juste ça, ça fait ralentir. Ah ben, y a pas de, dans une zone 30 et dans une zone de rencontre, il n'y a pas de passage clouté. Mais oui, mais voilà, je veux dire, malheureusement, comme tu dis, les élus, ils ont des idées et puis leurs services techniques ne servent strictement à rien. J'espère qu'il y a des gens de services techniques là, comme s'ils l'entendent bien. Il y a des aménageurs qui se font payer des fortunes et qui sortent des aménagements dits cyclables qui sont absolument pas cyclables. Et on continue à faire travailler ces gens-là alors que nous avons, au niveau de chaque club, au niveau de chaque département, au niveau de chaque région, je ne parle pas du national, des gens compétents. Et s'ils ne le sont pas, ils ont la référence au-dessus. Le délégué sécurité ou le président du club, il peut aller voir son délégué départemental, etc., etc. Il y a toujours quelqu'un de... Et puis après, si on arrive au national, alors, tiens, puisque j'ai un président de CODEP, là, je pense que tu n'as pas eu l'information. Nous vendons, et je dis, pour une fois, on vend quelque chose. Hein. Nous vendons une formation auprès des techniciens départementaux ou communaux sur ce qu'est-ce qu'un aménagement cyclable. Oui, il n'y est plus, mais bon. Oui, mais bon. Il fait l'intérim. Non, mais voilà. C'est pas encore. Ça va être présenté officiellement le 21. C'est dans l'ordre du jour du 21. Puisqu'on va faire 2 jours de séminaire sécurité. Ça va être présenté à l'ordre du jour du 21 octobre. Et que je vous présenterai le 30 ici. Tout à fait. Donc pour le moment, je suis le seul à le faire, évidemment. Mais je vais former des gens pour ne pas avoir à me déplacer dans toute la France pour aller former. Je vais former des gens qui pourront former. Alors, mais il y a des aberrations dans toutes les villes. Et voilà. Et le CEREMA a décidé de vendre ça et nous avons décidé de vendre ça. Le CEREMA le vend 1500 € au jour. Nous, on va le vendre. On n'a pas encore décidé le tarif, mais moi, je n'irai pas au-delà de 1000 € au jour. Donc, je ne sais pas combien il y a d'agents techniques sur la ville de Dijon ou la métropole de Dijon, mais alors c'est 2 jours de formation, donc ça leur coûte 2000 €. S'ils viennent à 20 ou à 30, ça leur coûte pas très cher par personne. Hein. Oui, oui, mais après, il y a les monsieur. Oui, mais il y a un monsieur vélo au sommet de l'État. Et quand on lui parle code de la route, il y a des fois, j'ai l'impression de parler hébreu, de parler, je sais pas quoi. C'est ça. Ah ben hier soir, tiens, je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit à Jean-Marie. Hier soir, j'ai eu le droit à une Porsche sur les trottoirs de Dijon, place de la République. Ah si, si. Ah non, 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 moi j'ai un cheval cabré, j'ai pas le cheval de Stuttgart, moi. Donc, mais je me suis trouvé nez à nez avec une belle Porsche noire, avec un jeune au volant. Donc je lui ai demandé s'il savait conduire.
Il m'a regardé avec des yeux ronds. Ah, je sais pas s'il avait fumé ou pas, mais bon. Donc voilà.